Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous, et si l'on partait ensemble en excursion. Dans cette émission, je vous prends par la main et nous découvrons ensemble un nouveau lieu chaque jour. Merci à notre partenaire Wallonie-Belgique Tourisme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble notre capitale, Bruxelles. Capitale de la Belgique, mais également capitale de la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, capitale de la Flandre et siège de plusieurs institutions européennes. Changer d'air, se déconnecter pour se reconnecter, se vider la tête, se nourrir l'esprit, s'égarer pour mieux se retrouver. Découvrir. Se découvrir. Se sentir libre. Destination Wallonie. Tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Avant de vous présenter notre premier invité, je vous dresse la carte d'identité de Bruxelles. 185 000 habitants, on les appelle les Bruxellois, les Bruxelloises. Une superficie de 32 km² et Bruxelles est située au centre de la région Bruxelles-Capitale. Évoquer Bruxelles un jour de fête nationale, nous sommes le 21 juillet, il nous fallait un invité, royal. C'est un reportage de notre reportrice stagiaire, Florine Ancion. Je m'appelle Bertrand de Kers, je suis journaliste, écrivain et je me suis spécialisé dans l'actualité des familles royales, surtout européennes, et j'ai également une chronique à la télévision française. Toutes les semaines, je reviens un peu sur l'actualité du Gotha. Le 21 juillet est officiellement la date de la fête nationale belge. Pourquoi ? Parce que c'est un 21 juillet qu'a eu lieu la première prestation de serment du premier souverain belge, à savoir Léopold Ier. Donc Léopold Ier arrive sur le trône de Belgique en 1831, il va être élu par le Congrès national et il arrive, Léopold Ier, dans un contexte, il faut bien savoir qu'il y a eu ce qu'on appelle la Révolution belge, durant ce qu'on va appeler également les journées de septembre, qui ont vraiment mis le feu à ce qui va devenir l'État de Belgique, qui réclame son indépendance, va l'obtenir. Alors on décide, après de multiples réunions, que la Belgique va devenir un royaume. Un royaume, il faut un roi. Il y a plusieurs propositions qui sont faites et on finit par retenir la candidature de Léopold Ier, qui est un prince allemand. Toujours est-il sûr, 1831, il accepte le trône de Belgique. Il quitte le royaume d'Angleterre le 17 juillet à bord d'un bateau qui le conduit à Calais. Et là, à Calais, il monte dans une calèche et il va franchir la frontière, il va effectuer le trajet de Dunkerque à La Panne. C'est donc, on dit qu'il y a des milliers de personnes au bord de la route qui sont là pour le saluer. C'est le premier bain de foule, vraiment, de l'histoire de la monarchie belge. Il arrive donc le 17 juillet, il franchit la frontière de son nouveau royaume, du nouveau royaume de Belgique, et la prestation de serment a lieu le 21 juillet, place des Palais, à Bruxelles. Donc c'est donc une place qui jouxte le palais royal. Il faut savoir que les premières années, le 21 juillet ne va pas être retenu comme la date de la fête nationale. C'est seulement sous Léopold II qu'on va décider que le 21 juillet va être la date du nouveau royaume de Belgique. Auparavant, c'était le 27 septembre. Le 27 septembre qui commémorait davantage les journées de septembre qui ont permis à la Belgique donc de devenir indépendante et de devenir un royaume. C'est sous Léopold II 1890, très précisément, qu'on va décréter que ce sera désormais le 21 juillet
le jour de la fête nationale. Alors pourquoi? Parce que le 21 juillet va un peu être le trait d'union entre la Belgique et son premier souverain. On commémorera désormais la première prestation de serment de Léopold Ier, parce qu'il faut savoir aussi, rappelons-le quand même, que les rois chez nous ne sont pas rois de Belgique, hein. Ils sont rois des Belges. Donc ce 21 juillet est très important, c'est le trait d'union qui unit le souverain à sa population. Et on peut peut-être parler d'une édition un peu spéciale. On se souvient peut-être tous du 21 juillet 2013, qui fut absolument inédit au cœur de notre royaume, puisque le 21 juillet 2013, Albert II, on s'en souvient, abdique pour laisser la place à son fils, l'actuel roi Philippe, le 7e souverain noir, jaune, rouge. Et pourquoi est-ce que c'est inédit, ce cas de figure? Parce qu'il n'y avait jamais eu auparavant vraiment d'abdication. Certes, il y a eu Léopold III, mais c'était une abdication forcée. Ici, dans le cas d'Albert II, c'est une abdication qui est volontaire. Donc voilà, le 21 juillet 2013 va être particulier pour le royaume belge, puisque on va assister en une seule journée, en l'espace de 2 heures seulement, à l'abdication d'un roi et à la prestation de serment d'un autre roi, à la date emblématique de ce 21 juillet où Léopold Ier avait lui aussi prêté serment devant les chambres réunies. C'est rodé comme sur du papier à musique. En monarchie, tout est parfaitement contrôlé. Donc la journée commence immanquablement par le Te Deum. Qu'est-ce que c'est le Te Deum? C'est une messe qui est célébrée pour chanter la gloire du roi. Laurent et Astrid sont associés pleinement et eux, thématiquement, visitent des villes différentes d'année en année. Alors que Philippe et Mathilde, eux, sont systématiquement à Saint-Michel-et-Gudule pour assister à cette messe de Te Deum. La messe de Saint-Michel-et-Gudule est ouverte au public. Maintenant, il faut arriver tôt parce qu'il y a quand même toute une série de rangs qui sont réservés à des invités et à des personnalités. Maintenant, à condition d'arriver tôt, oui, la messe est absolument ouverte. La famille royale se réunit ensuite dans un des salons du palais pour ce qu'on appelle un déjeuner familial. Et à l'heure après, il y a la fameuse parade militaire. Hein. On sait tous, il y a ces tentes qui sont dressées devant le palais royal, la loge royale, la tribune royale, où prennent place le roi, la reine et leurs enfants. Le roi et la reine étant les derniers à arriver et leur présence, leur arrivée annonce traditionnellement le début du défilé militaire. Et là, toutes les forces aériennes, toutes les forces également terrestres et militaires vont défiler devant le roi et la reine et ça va montrer un peu la puissance de la Belgique, exactement comme le 14 juillet. Ça se passe sur les Champs-Élysées, quoi. Chez nous, ça se passe devant le palais royal. À la fin du défilé militaire, la reine et le roi, par tradition aussi, se rendent dans le parc royal. Donc c'est l'énorme parc qui est situé juste devant le palais royal et ils vont à la rencontre des gens. Ils font un bain de foule en quelque sorte. Et ils vont aussi rencontrer des artisans locaux qui présentent des produits. Il y a vraiment tout un mélange de ce que l'artisanat belge peut déployer. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et alors, en soirée, il y a des fêtes, il y a des orchestres qui défilent dans la ville. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit. Et je sens que son amour est gris. Et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête. C'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui a toujours fait. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse de la 40?
la danse dépense, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Beaucaire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti, et qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui. Tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus telle que tu m'as connue. Je serai abattue, courbattue, combattue, mais je serai venue. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la On parle de Bruxelles aujourd'hui, et puisqu'on parle de Bruxelles, on parle aussi de beaux quartiers, de beaux endroits, de beaux bâtiments à voir absolument. Et pour nous parler de cela, bien j'accueille Cécile Dubois. Bonjour. Bonjour. Cécile, vous êtes guide, conférencière, spécialisée en art déco. Vous êtes l'auteur aussi de Bruxelles Art Déco. C'est un livre que l'on peut trouver aux éditions Racine. Est-ce qu'il y a des bâtiments ou des endroits incontournables qu'il faut voir dans le centre de Bruxelles? Le Palais des Beaux-Arts est un incontournable. Il se visite d'ailleurs aussi. Le Palais des Beaux-Arts lui-même organise des visites de cet extraordinaire bâtiment qui a été construit par Victor Horta, qui étonnera peut-être certaines personnes, puisqu'en général, quand on pense à Horta, on pense plutôt à l'Art Nouveau, sa maison personnelle, l'Hôtel Solvay et d'autres, mais ici, effectivement, Horta, comme les autres, évolue et il passe alors, durant l'entre-deux-guerres, à l'Art déco, c'est-à-dire un style plus géométrique, mais dont la décoration, quelque part, dont la variété décorative rappelle néanmoins toujours le foisonnement décoratif de l'Art Nouveau, mais les mentalités sont complètement différentes et effectivement, le Palais des Beaux-Arts frappe par sa géométrie. Donc c'est un magnifique bâtiment à découvrir dans le centre de Bruxelles. Horta et Bruxelles, ce sont vraiment deux noms indissociables? Oui, je pense, en effet. Alors, Horta n'est pas né à Bruxelles, il est d'origine gantoise. Il n'a pas travaillé qu'à Bruxelles, il a même construit le Grand Bazar de Francfort, mais qui malheureusement a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Horta a voyagé en Amérique, mais il n'y a jamais rien construit. Horta vivait à Bruxelles, il a fait une partie de ses études, et donc c'est à Bruxelles effectivement qu'il a énormément construit. Avant la Première Guerre mondiale, dans le style Art Nouveau, sa propre maison. Il a travaillé pour des industriels comme les Solvay, des gens qui étaient souvent très éclairés, donc des libre-penseurs, des francs-maçons, mais pas que. Edmond Van Eetvelde, par exemple, était un proche du roi Léopold II, et donc Horta, effectivement, a énormément travaillé à Bruxelles. Et puis, après la Première Guerre mondiale, lorsqu'il rentre des États-Unis, il va alors se lancer dans une nouvelle architecture, il va construire le Palais des Beaux-Arts et également la gare centrale, qui est également un bâtiment de Victor Horta dans un style déjà beaucoup plus épuré, beaucoup plus sobre, sachant que sa construction commence en 1935. C'est un projet sur lequel Horta a énormément travaillé, il a vu, revu, corrigé, parce qu'en effet, la parcelle de terrain qui était dévolue à la gare a aussi évolué dans sa taille avec le temps. Et donc, si Horta avait pu construire sa gare centrale 15 ans plus tôt, elle aurait peut-être ressemblé au Palais des Beaux-Arts. Simplement, le projet ayant pris du retard, ben voilà, elle a une allure beaucoup plus moderne qu'on imagine en général chez Victor Horta. Juste à côté de la rue des Bouchers, il y a aussi deux galeries extrêmement célèbres à Bruxelles. Oui, donc vous avez les galeries Saint-Hubert, donc Galerie du Roi, Galerie de la Reine, où on trouve encore des établissements art déco, comme par exemple la Taverne du Passage, ou si vous allez plus déboucher, vous pouvez encore aller manger aux Armes de Bruxelles, qui sont des établissements de l'entre-deux-guerres. Votre conseil à vous, c'est de se promener, de flâner dans le centre de Bruxelles et d'aller d'un endroit à l'autre à pied? Le centre-ville se prête maintenant le mieux à la promenade à pied, parce que même lorsqu'on est rue Neuve, on a un petit peu tendance à regarder ses pieds ou plutôt à regarder les vitrines et on ne voit pas grand-chose d'intéressant si ce n'est des magasins. Quand on regarde vers le haut, on se rend compte qu'il y a encore de très très beaux bâtiments qui sont parfois en bon état, peut-être pas toujours occupés, mais qui valent vraiment le détour. Il y a effectivement quelques très belles façades
sur la rue Neuve, un endroit où on ne s'y attend peut-être pas. Et puis, il suffit de faire un petit saut vers, par exemple, le boulevard Adolphe Max, par la rue du Finistère, juste à côté de l'église, donc l'église du Finistère rue Neuve. Et là, vous avez un petit établissement qui s'appelle l'Espérance, qui est un hôtel qui a également été construit par l'architecte Bouvard, qui est tout à fait art déco. L'hôtel a préservé sa brasserie. Vous pouvez vous y arrêter, prendre un verre et vous découvrirez là un intérieur tel qu'il pouvait l'être au début des années 1930. Vous pouvez continuer vers le boulevard Adolphe Max et aller voir les façades, soit de l'hôtel Plaza qui a été construit par Michel Pollack, par ailleurs l'auteur aussi de la Villa en Pin à Bruxelles, ou encore la façade de l'hôtel Atlanta et ses très belles sculptures, également l'œuvre de Michel Pollack. Puis vous pouvez poursuivre ensuite, y aller vers la rue Antoine d'Ansart, où on trouve aussi des très très beaux immeubles à appartements de l'entre-deux-guerres, notamment un immeuble d'angle construit par Eugène Duc pour des importateurs de fruits et de légumes exotiques. Et vous verrez au sommet de l'immeuble, donc ça c'est à l'angle d'Ansart, vieux marché au grain, vous verrez des décors en céramique qui représentent des régimes de bananes. Et puis vous pouvez continuer et aller aux anciens bâtiments Citroën, finalement, futur musée Canal, centre Pompidou, et là, vous découvrirez un bâtiment moderniste d'une toute autre fonction, puisque effectivement, il s'agissait d'un garage, sans doute le plus grand showroom automobile d'Europe construit chez nous dans les années 1930. C'était Cécile Dubois, guide conférencière spécialisée dans l'art déco, qui nous a fait une petite visite de certains lieux, certains bâtiments emblématiques de Bruxelles. Nous, on poursuit la visite de Bruxelles dans un instant. Merci Cécile, et puis une excellente journée à vous. Merci beaucoup, au revoir. Et à Bruxelles, il y a un incontournable, bien sûr, le Quête de Bruxelles. Nous avons rencontré le président de l'Ordre des Amis de Manneken Pis, Monsieur Edmond Van den Noode. Le saviez-vous ? La statue, tant prisée par les hordes de touristes, existerait depuis 640 ans. Elle a été volée au moins 2 fois, donc ce n'est pas la version d'origine qui est exposée dans la rue. Manneken Pis possède 1050 costumes aujourd'hui. Au Japon, il existe une dizaine de répliques du Manneken Pis et l'une d'entre elles est régulièrement habillée. Une découverte que nous réalisons grâce à nos 2 reportrices stagiaires, Florine Ancion et Armelle Delmel. Manneken Pis, son début, ça se perd dans le passé. Mais je sais que un de mes prédécesseurs présidents, en 88, il a fêté les 600 ans de Manneken Pis, donc 1388. Comment ça est arrivé de créer l'ordre des amis de Manneken Pis? C'est la faute à la ville de Bruxelles. Parce que dans le conseil de la ville de ce temps-là, il y avait pas mal de commerçants qui étaient conseillers ou même échevins de la ville. Les échevins se sont dit, tiens, mais si on faisait une assemblée ou un groupement et ils se réunissaient régulièrement et ça s'appelait les Amis de Manneken Pis. En 1954, en vue de l'Expo 58, les conseillers de la ville se sont dit mais si on prenait et on demandait
l'aide à tous ses amis. Et ils ont créé l'ordre des amis de Manneken Pis. Et quelles sont les conditions pour rentrer dans cet ordre de Manneken Pis? Il faut connaître l'histoire de Bruxelles et de préférence du centre de Bruxelles, du vieux centre de Bruxelles, avec Manneken Pis et consorts. Mignon porte-bonheur, Manneken Pis, arrose les plus belles. À l'endroit où ça s'est passé, donc cette rue du Chêne, parce qu'en haut, là, il y avait une entrée de la ville. Ça s'appelait la Steenpoort. Et juste au-delà de la Steenpoort, hors des murs, il y avait une sorte d'étang où il y avait une source dedans. Et ça s'appelait la Julianusborne. Les Français en ont fait le petit Julien pour Manneken Pis. La version officielle du nom de notre quête, c'est Manneken Pis. Un Manneken, c'est un petit garçon. Entre les deux guerres, il y a eu cette flambée pour honorer Manneken Pis, mais pas uniquement honorer Manneken Pis, mais en même temps honorer ce que représente le costume qui donnait à Manneken Pis. C'est ainsi que, première guerre, les régiments vainqueurs ont commencé à donner des costumes à Manneken Pis. Et ça parce que, en 1659, lors d'un passage à Bruxelles de Maximilien d'Autriche, qui était à ce moment-là gouverneur de nos provinces, qu'il a donné un costume à Manneken Pis. C'est le tout premier. Et que par après, Manneken Pis a une fois été volé ou abîmé par des régiments français. Et Louis XV, à ce moment-là, pour pardonner ses soldats, a offert le costume numéro 2. Pourquoi cette vénération vers Manneken Pis? C'est la joie populaire qui fait que, dans le temps, c'était juste au bas des remparts de la ville que ça se passait. Il y avait une fontaine d'eau potable où tout le monde devait venir chercher l'eau dont il avait besoin pour la journée, et automatiquement, toutes les réunions, les fêtes se faisaient là-bas. Quelle idée était de faire Manneken Pis là, juste en dedans les murs? C'est logique. Il avait aussi besoin, s'il était un peu reconnu comme étant le gardien du quartier, que tout près de Steenpoort, l'entrée de la ville, qui était naturellement de ce temps-là bien protégée. Quand on parle de ce mur, c'est la première enceinte, hein? Donc elle n'était pas énormément grande. Hein? Comment est-ce qu'on choisit les vêtements qu'on met à Manneken Pis? Question très intéressante, parce que Manneken Pis, c'est de tradition et folklore, ça doit rester un costume complet. Veston, pantalon, souliers, chemise et, si possible, chapeau. Pour remettre un costume à Manneken Pis, ça doit être soumis à la ville de Bruxelles. On a eu une année, il y a 2-3 ans, 30 nouveaux costumes. À l'époque, on avait la maison du roi, où il y avait le musée au 2e étage. Mais c'est là qu'on a dû créer, tellement qu'il y a eu des demandes. Et quels sont les costumes qui reviennent chaque année, les incontournables? Là, il y en a pas mal. Les incontournables, c'est Maurice Chevalier, Liek Braille, Paul Kukelenberg, celui qui a créé la fanfare de Meiboom, Lommegang, les arbalétriers, les deux de Rozenolifant, ne pas oublier, oui, Saint-Vrague. Saint-Nicolas. Il est volontaire de Bruxelles 1830. Ah, oui. Le 21 juillet, il portera le costume. Et les moustaches de Bruxelles. Et vous, jusqu'à aujourd'hui, c'est lequel votre préféré? C'est un costume qu'il ne sait pas porter. Il est beaucoup trop grand pour lui. C'est un costume japonais, un costume de samouraï. Splendide. Et cette année, malgré les circonstances, il sera quand même habillé au 21 juillet, il y aura quand même une cérémonie. Il sera de toute façon habillé. On continue à l'habiller, les costumes annuels, quoi, qui reviennent tout le temps. Hein. Eh bien, ceux-là, on continue à l'habiller, mais sans autre cérémonie autour. Manneken Pis,
petit gars de Bruxelles, mannequin fils, mignon porte-bonheur, mannequin fils, arrose les plus belles. On poursuit la visite de Bruxelles et j'accueille Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Charlotte Raymond, vous travaillez chez Visit Brussels et vous vous occupez particulièrement de la promotion de Bruxelles à travers ses quartiers et ça tombe bien puisque il y a un quartier qui nous intéresse particulièrement dans cette émission. C'est un magnifique quartier, c'est le quartier du Sablon. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots? Le Sablon, c'est un jet de pierre de la gare centrale, donc pas très loin non plus de la Grand Place. C'est vraiment un quartier qui vaut le détour. On qualifie de quartier chic, aisé. C'était le quartier de la noblesse au Moyen-Âge, donc il a gardé un petit peu ce caractère assez huppé. C'est un quartier emblématique des antiquaires, donc on y va pour aller chiner dans les antiquaires, mais aussi pour aller voir des galeries d'art, faire une petite pause café sur ces terrasses. Il y a aussi beaucoup de boutiques de chocolat, donc on y va pour faire son shopping chocolat et se prélasser sur les terrasses, boire un verre. Alors pas loin du Sablon, il y a aussi le petit parc du Petit Sablon, qui est vraiment un oasis en plein cœur de Bruxelles et qui mérite aussi le détour. C'est le quartier de Marcolini, c'est le quartier de Vitamer, pour ceux qui aiment bien les bonnes choses à manger. Il y a aussi un petit marché très sympa. Vous parliez des chineurs, des antiquaires. Il faut aller au Sablon pour ça, évidemment. Oui, on peut l'admirer aussi à travers l'architecture, donc des façades qui ont encore leur côté authentique et qui se rapprochent aussi du style du centre historique. Donc c'est vraiment très charmant, on peut les admirer rien qu'en se promenant ou même en s'asseyant à une terrasse. Donc je dirais vraiment quartier charmant, chic, huppé, avec beaucoup de restaurants aussi de renom, des galeries d'art et puis et au niveau des chocolatiers de renom, oui on a Pierre Marcolini mais aussi Frédéric Blondel. Ça vaut vraiment la peine d'aller faire son petit shopping chocolat. Que faut-il encore voir selon vous dans l'hypercentre? On parlait tout à l'heure de la Grand Place ou du Square Sainte-Catherine notamment? Oui, tout à fait. Si vous poussez la promenade vers la Bourse, derrière la Bourse, vous arrivez à Sainte-Catherine et Dansart. Donc, c'est deux quartiers vraiment vivants qui cohabitent. Donc, on les qualifie trendy, vivants. On y va pour faire du shopping. Donc, c'est vraiment the place to be pour la mode à Bruxelles. Ça, c'est plutôt Dansart, alors, très pétillant, pointu. Il attire vraiment tous les regards. On peut y faire du shopping, quelles que soient ses envies, son budget ou son style. Il y a vraiment de tout. Et alors, du côté de Sainte-Catherine, c'est plutôt les restaurants, fruits de mer, poissons. Il y en a aussi pour les amateurs de cuisine bruxelloise et aussi de quoi ravir les papilles. Aussi beaucoup de patrimoine dans ce quartier. Il y a des musées, il y a les Halles Saint-Géry. Donc c'est un ancien marché couvert qui accueille aujourd'hui des expositions sur la ville. Mais beaucoup de Bruxellois ils partagent des parties d'échecs autour d'un bon verre. Pas très loin, il y a le musée de la franc-maçonnerie et aussi la centrale d'art contemporain, un des meilleurs spots d'art contemporain à Bruxelles. Dans ce quartier, Dansart et Sainte-Catherine, on y va pour une balade patrimoniale, mais aussi pour le shopping ou pour se faire plaisir discrètement dans les nombreux restaurants de poissons et fruits de mer. On dit souvent, rendez-vous en excursion dans les Ardennes, venez prendre un gîte dans le fin fond de la Belgique, mais en fait, on peut très bien aussi passer un petit peu de temps à Bruxelles, il y a beaucoup de choses à voir et à visiter. Tout à fait, donc pour ceux qui sont en train de prendre la route vers la côte et les Ardennes, j'invite à faire demi-tour et de se rendre dans leur capitale belge. C'était Charlotte Raymond, promotion de Bruxelles chez Visit Brussels, la promotion des quartiers notamment. Merci Charlotte d'avoir participé à cette émission et on ne manquera pas de passer faire un petit tour à Bruxelles cet été.